Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les titres de ce 20h. L'EMPT, l'école militaire préparatoire technique de Bingerville, créée en 1939, a célébré ce samedi son 80e anniversaire. Le président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées, était l'invité d'honneur. Thème de ces festivités, EMPT, 80 ans d'engagement et d'excellence au service des nations africaines. Journée de mobilisation du RHDP dans la région de Gbeke. Le porte-parole principal du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix rencontre les têtes couronnées à Boaké. Le ministre Kobena Kwasi Agumani a parlé de paix et de développement avec les chefs de canton et de village. En sport football, éliminatoire Cannes 2019, la Côte d'Ivoire déjà qualifiée pour la compétition qui aura lieu en juin prochain. En Égypte, a battu cet après-midi l'équipe du Rwanda. Les éléphants se sont imposés facilement 3-0 au stade Félix Houphouët-Boigny, ici à Abidjan. Au Mali, c'est un véritable massacre qui a eu lieu ce samedi 23 mars dans un village peu lors du centre du pays. Des hommes armés, habillés en chasseurs traditionnels, ont fait irruption dans le village d'Ogosagou. Plus de 100 personnes ont été tuées. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le printemps des pyromanes. Quand une élection conduit au chaos. C'est le titre d'un ouvrage écrit par le journaliste ivoirien Abel Douali, spécialiste des questions politiques. Il était le responsable de la formation au groupe Fraternité Matin. À moins de 2 ans de la présidentielle en Côte d'Ivoire, Abel Douali, investi de son manteau d'écrivain, interpelle la classe politique. Il invite tous les acteurs au respect des règles démocratiques pour éviter les crises électorales. Mais comment consolider la paix? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre ou, si vous voulez, à ne plus commettre? Notre invité répondra à nos questions. Bonsoir Abel Douali. Bonsoir Marie-Laure. Alors, merci d'être avec nous pour parler de votre premier essai littéraire que je tiens ici. Vous l'avez publié en 2015, Tout à fait. en pleine élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et à l'orée de 2020, donc une autre période électorale, vous présentez le même ouvrage aux lecteurs. Tout à fait. Dites-nous, qui sont ces pyromanes dont on devrait se méfier? Merci beaucoup, merci de m'inviter sur ce plateau. Les pyromanes, c'est tous ceux qui tiennent des discours guerriers, tous ceux qui posent des actes qui sont de nature à enflammer la société. Ce sont ceux-là les pyromanes. D'accord. Et la suite, ce sera dans la page culture. Vous nous en direz davantage. Tout à Vous nous fait. direz comment éviter le chaos et construire la paix et le développement après les élections en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire, notre pays. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, Abel Douali. Mais vous restez pour le moment avec nous. On va se rendre à Bingerville, au l'EMPT, l'école militaire préparatoire technique créée en 1939, a célébré ce samedi son 80e anniversaire dans l'enceinte de l'établissement. Le président Alassane Ouattara, chef suprême des armées, était l'invité d'honneur. Thème de ces festivités, EMPT, 80 ans d'engagement et d'excellence au service des nations africaines. Le reportage est signé Viviane Aimé. L'école militaire préparatoire technique de Bingerville, l'EMPT, a été créée en 1939 et a formé à ce jour 5 584 enfants de troupes de diverses nationalités de l'Afrique noire francophone. Classé établissement d'excellence par la qualité de ses résultats, année après année, l'EMPT a su maintenir le cap et même faire sa mutation d'établissement garçon pour devenir depuis 2013 un établissement mixte. C'est donc animé d'une légitime fierté que le chef suprême des armées de Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, est venu apporter par sa présence une onction particulière à ce 80e anniversaire célébré dans les murs de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. L'événement rassemblait, outre les élèves et les enseignants, plusieurs invités de marque, dont l'ambassadeur de France, Gilles Huberson, lui-même ancien enfant de troupe du lycée militaire d'Autun en France. Une délégation de cette école militaire française. Également des délégations des différentes écoles militaires de l'Afrique francophone. Un défilé des enfants de troupe de ces différentes écoles est venu illustrer la bonne coopération entre ces écoles militaires. Coopération qui a été aussi matérialisée par la signature d'un accord de jumelage entre le lycée militaire d'Autun en France et l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. Une collaboration appréciée à sa juste valeur par le nouveau directeur de l'EMPT, le lieutenant-colonel Dano Josué,
qui a souhaité une amélioration des conditions de formation au sein de l'école militaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'MPT va continuer de poursuivre sa mission de formation de l'élite de fort belle allure. Mais elle mérite qu'on initie en sa faveur toutes les politiques et stratégies en mettant à sa disposition les moyens dont elle a besoin pour continuer d'assumer avec efficacité le rôle qui lui est assigné, tout en se maintenant dans la vision prospective des structures modernes d'éducation. L'ambassadeur de France a annoncé 2 dons de son pays à l'EMPT. J'ai le plaisir de vous annoncer un don de matériel technique de laboratoire pour un montant de 2,5 millions de francs CFA qui permettra de rééquiper les salles de travaux pratiques de physique-chimie, dont une génératrice très basse fréquence. Et l'accord de la ministre des Armées françaises pour, à ma demande, attribuer exceptionnellement une place en classe de seconde au lycée militaire d'Autun à la rentrée de septembre 2019 au profit d'un ou d'une élève de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. La France financera bien évidemment l'intégralité de sa scolarité à Autun, 3 années consécutives, donc pour les classes de seconde, première et terminale. L'EMPT ne restera pas à la traîne des actions du gouvernement, a rassuré le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui a présenté le chantier entrepris par le président de la République, Alassane Ouattara, pour donner de la dignité à l'armée ivoirienne. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais, au nom des forces armées de Côte d'Ivoire, vous rendre un vibrant hommage et vous exprimer notre profonde gratitude pour votre engagement permanent dans l'édification d'une armée républicaine au service du développement de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il n'existe aucune caserne où ne se déroulent des travaux de réhabilitation et d'amélioration des conditions de vie et de travail de nos soldats. Monsieur le Président, les militaires m'ont dit de vous dire leur engagement à être à vos côtés, vous leur chef. L'armée sera un point fort de consolidation de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est poursuivie par la visite des stands d'exposition d'articles militaires, suivie de la visite de l'exposition photo. Le président de la République a découvert avec plaisir les visages sur photo de nombreux gamins, alors enfants de troupe, devenus aujourd'hui ses proches collaborateurs. Ce qui illustre bien que l'EMPT est une école de formation des élites ivoiriennes et africaines. Et toujours dans l'actualité en Côte d'Ivoire, le roi du Lesotho est en visite à Abidjan. Arrivé cet après-midi, il a été accueilli par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, que vous voyez sur ces images. Notons que Sa Majesté Letsi III est à Abidjan pour prendre part le lundi 25 mars prochain au lancement du premier centre d'excellence régional de lutte contre la faim et la malnutrition. Ce centre est le premier que le Programme alimentaire mondial installe en Afrique, après celui de l'Amérique latine au Brésil et celui de l'Asie en Chine. Je vous conduis à présent sur le terrain politique. Le RHDP mobilise dans la région de Béké. Le porte-parole principal du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a échangé avec les têtes couronnées sur place à Abouaké. Le ministre Kobena Kwasi Ayoumani a parlé de paix et de développement avec les chefs de canton et de villages du Grand Centre et d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Mamadou Kwasi. Environ 1 millier de chefs coutumiers du Grand Centre ont fait le déplacement de Bouaké. Avec eux, plus de 900 autres chefs traditionnels des autres régions de la Côte d'Ivoire, notamment le Sud Komoué, le Kontougo, le Poro et l'Indéné Duablé. Une mobilisation en réponse à l'appel du ministre Kobena Kwasi Ayoumani, porte-parole principal du RHDP, pour parler de paix et de cohésion. Nana Ngoran Kofi II, représentant la reine du peuple baoulé, a saisi l'occasion pour faire un témoignage avant d'inviter l'ensemble des chefs traditionnels au renforcement de la cohésion sociale. C'est moi, votre petite modeste personne, qui ai demandé au président Bédier et au président Araïssa, son Excellence Alassane Ouattara, d'aller sur la tombe du président Oufoué. Et quand ils sont sortis de là, et c'est là le mot d'ordre est parti, pour que tout le peuple s'allie pour élire le président Alassane Ouattara. Et c'est ce qui a été fait à Yamoussoukro.
Nous, quand un chef crache, le chef ne peut plus laver. Outre les chefs traditionnels et les cadres de la région du Békay, la rencontre de Bouaké a mobilisé les autres couches sociales, dont des militants du PDC-RDA, venus exprimer leur adhésion au RHDP. Le ministre Amadou Koné, leader du RHDP dans le Békay, et Adama Bictogo, invité spécial de la rencontre, ont exhorté la population à accompagner les actions de paix, de développement et de réconciliation menées par le président de la République, Alassane Ouattara. Si parmi vos deux enfants, celui qui dit « Maintenons la case en l'état, il ne faut pas la détruire », et celui qui dit « Maintenons la case, mais mettons le nom de notre papa sur la case », pour que les générations à venir se souviennent que c'est papa qui a fait cette case. Où est le problème? Il faut aller rassurer donc, le président de la République. Il faut aller rassurer l'ensemble des responsables du RHDP pour dire qu'ici à Bouaké, grâce à nos chefs, grâce à nos aînés, grâce au Conseil de la Reine, que notre région est déterminée à aller vers le rassemblement de tous les enfants de Côte d'Ivoire. Le ministre Obénan Kwasi Adjoubani, porte-parole principal du RHDP, a invité les chefs traditionnels à traduire cette mobilisation en actes pour le renforcement de l'unité nationale. Tout ceci pour aboutir à une nation prospère et apaisée. Le président Alassane Ouattara est au travail. Il œuvre chaque jour à la consolidation de l'héritage que nous a laissé le président Houphouët-Boigny. Avant de nous quitter, le président Houphouët-Boigny nous avait dit qu'il confierait le pays non pas à un homme, mais à une équipe. Oui, distingués chefs traditionnels, nous n'avons pas d'autre choix que de nous mettre ensemble. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous entendre. Entre frères, il peut arriver qu'il y ait des incompréhensions, des divergences de vues sur une question. Mais est-ce que cela est une raison suffisante pour rejeter son frère ou lui tourner le dos, voire même le renier? Après Divo et Bondoukou, Bouaké aura relevé le défi de la mobilisation autour des idéaux du RHDP. Prochaine étape, les villages et hameaux pour l'implantation véritable du RHDP. On reste sur place où notre reporter Mamadou Kwasi a recueilli les réactions à l'issue de la rencontre. Nous écoutons les différents propos. Nous nous inscrivons dans la logique de développement du président Alassane Ouattara pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Donc nous disons oui, nous sommes partants pour le RHDP unifié. Et c'est pourquoi nous sommes ici à Bouaké avec nos chefs et rois traditionnels de la région de Lifou. Tout ce qui concourt vers les idéaux du président Alassane Ouattara, les Ivoiriens épris de paix sont toujours prêts à se rassembler. C'est la preuve pour laquelle vous voyez tout ce beau monde, tous les chefs venus de presque toute la Côte d'Ivoire, venus retrouver les pères de la région du Békay. Mais il ne faut pas oublier tous les cadres aussi du Békay qui se sont mobilisés pour qu'eux-mêmes soient là, leurs parents soient là, tous leurs frères et sœurs soient là. Si tu te sens ivoirien, en tout cas, tu es fils de Houphouët-Boigny. Donc quand moi on me parle dessus les traces de Houphouët-Boigny, je ne fais qu'adhérer parce que là on suit les traces de Houphouët-Boigny pour la paix, pour la cohésion, pour la tranquillité dans notre pays, la Côte d'Ivoire. La mobilisation, elle est totale. Vraiment, nous ne faisons que remercier le chef de l'État, Alassane Ouattara, le président du RHDP. Il a réussi à unir tous les enfants d'Houphouët-Boigny. Ça montre l'adhésion de l'Ivoirien à l'oufouettisme et cette mobilisation montre que le Békay va porter le flambeau de la paix. Ça c'est le lancement et d'ici quelques jours vous verrez toute la région du Békay aura ses sections pour l'implantation du RHDP, pour promouvoir l'oufouettisme et la paix pour que la Côte d'Ivoire soit un pays paisible. Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, vient de prononcer une conférence de presse. Il a évoqué sa rencontre manquée avec l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo en Belgique, une rencontre prévue jeudi dernier et qui n'a pas eu lieu. Mais quelles sont les raisons? Il fait la lumière devant les journalistes et c'était cet après-midi à son domicile à Cocody, le témoignage de Sidonie Davila.
Après plusieurs tentatives de rencontres qui se sont soldées par un échec, le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi N'Guessan, vient d'essuyer un autre revers. Jeudi dernier, son rendez-vous avec le président Laurent Gbagbo n'a pas eu lieu. À mon arrivée et à ma grande surprise, il y a changement de programme. Au lieu de prendre la direction de Bruxelles, on me dit qu'un journaliste de RFI est déjà prépositionné pour recevoir une déclaration que je devais faire autour principalement de la question de la reconnaissance du président Laurent Gbagbo comme président du FPI. Sur cette question, j'avais déjà à plusieurs occasions donné ma position. Ni aujourd'hui, ni demain, je ne pourrais faire une telle reconnaissance. Parce que le président Gbagbo n'est pas président du Front populaire ivoirien. Il est président fondateur du parti. Nous pouvons même dire qu'il est notre chef. Mais président du parti, c'est une chose. Malgré sa déception, Affi N'Guessan continue de réaffirmer son intention de pouvoir rencontrer et échanger avec l'ancien président Laurent Gbagbo qui séjourne actuellement à Bruxelles après sa liberté conditionnelle prononcée par la CPI. Je suis toujours ouvert à le rencontrer et je souhaite que nous nous rencontrions parce que ça ferait du bien au FPI et à la Côte d'Ivoire. Mais c'est une rencontre qui va s'organiser dans un autre contexte et par d'autres personnes que celles avec lesquelles j'ai cheminé jusque-là sur la question. Si cette rencontre devait avoir lieu entre le président Laurent Gbagbo et le président du parti Affi N'Guessan, l'unification du Front populaire ivoirien, qui est une préoccupation pour les militants, sera au cœur de leurs échanges. Le maire de la commune du Plateau a été désigné à l'issue du vote des conseillers municipaux ce samedi. Jacques Ehou a été confirmé à la tête du conseil municipal du Plateau. L'élection a eu lieu à huis clos dans les locaux de la mairie en présence du préfet de la ville d'Abidjan. Reportage Éric Goré. Ehou Jacques élu par les conseillers municipaux de la mairie du Plateau ce samedi 23 mars à 13 h. Information affichée dans la cour de la dite mairie par les services de la préfecture d'Abidjan en présence du préfet lui-même. Après la proclamation des résultats, sur 25 votants, le candidat victorieux est élu avec 13 voix contre 12 pour son adversaire, le conseiller Kwasi Parfait. Une élection qui s'est déroulée à huis clos. Le nouveau maire du Plateau n'a pas manqué de savourer sa victoire avant de remercier le président de la République. Merci au président Ouattara, merci également au président Bédié, merci à toutes les personnes en tout ça qui ont pu concourir à ce qu'il y ait eu un dénouement assez favorable. L'élection s'est passée dans de très bonnes conditions. Une élection qui a eu lieu sous haute surveillance pour éviter les perturbations pendant et après le vote. La police a quadrillé les alentours de la mairie du Plateau ce matin dès 9 h avant de lever son dispositif à 16 h. À Gbéléban, dans le Kabadougou, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a procédé à l'installation officielle de la première femme maire de la nouvelle commune de Gbéléban et son conseil municipal. Les populations de cette localité se sont engagées à aider le conseil municipal à réussir sa mission. Abou Sanogo. Première femme maire de la nouvelle commune de Gbéléban, Sita Ouattara, a été installée dans ses fonctions par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité. Candidate du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, Sita Ouattara est sortie victorieuse des élections municipales du 13 octobre 2018 avec un score qui avoisine les 100% de voix. Une cérémonie d'installation donc du tout nouveau conseil municipal aux allures de manifestations populaires qui a mobilisé les filles et fils du Kabadougou, venus de Samango, de Bodjogo, de Kabala, de Sédougou, de Minignan et du Folon. En somme, du Dengueli, traduire leur soutien à leur maire et leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour avoir érigé Gbéléban en commune. Et il s'engage à aider le conseil municipal à réussir sa mission. Unis et solidaires, nous pouvons tout obtenir et tout réussir. Faisons donc la fierté du chef de l'État et de nos parents qui comptent sur notre cohésion pour relever les défis sociaux et économiques
de notre région. Toute la population de Gbéléban serait à sa disposition pour l'aider à développer Gbéléban. Nous avons à la tête de cette mairie notre maman qui nous épaule tous les jours et donc qui pourra donc compter sur notre soutien. Le maire Sita Ouattara entend mettre en œuvre son programme pour Gbéléban. Elle en appelle à la contribution des filles et fils du département. Notre première mission est d'aller encore plus loin dans les réformes, les réflexions pour les innovations, des actions et des partenariats afin de mettre notre commune au firmament des communes émergentes. J'en appelle à chacun d'entre vous pour qu'il apporte son expertise, son savoir-faire, en un mot, le meilleur de lui-même, afin que notre cité soit rapidement sur les rails du développement. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a exhorté au renforcement de l'harmonie qui règne à Gbéléban. Maintenant, place doit être au travail. Filles et fils de Gbéléban, avec la création de la commune de Gbéléban, nous disposons désormais entre nos mains d'un puissant instrument pour faire changer les choses, pour amorcer l'émergence de notre localité. Notre premier devoir, quel que soit notre rang social, sera de participer activement à la vie de notre commune. Cette cérémonie d'installation du premier conseil municipal de Gbéléban a été marquée par les dons faits aux populations par Assetou Koulibaly, l'épouse du Premier ministre, composée de kits d'accouchement, de chaises, de nattes, de vivres et de non-vivres. Le PSGouv, le plan social du gouvernement en matière de l'éducation nationale, est en marche. Le gouvernement ivoirien, à travers justement le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a lancé un concours de recrutement exceptionnel d'enseignants contractuels. Les dates d'inscription et de composition ont été indiquées ce samedi par la direction des examens et concours. L'action vise, je rappelle, à renforcer le nombre d'enseignants exerçant déjà sur le terrain. Grâce Kando. Un recrutement exceptionnel d'enseignants est ouvert. Sont concernés les enseignants contractuels adjoints du préscolaire et primaire, d'enseignants bivalents contractuels de collège et d'enseignants contractuels de lycée. Au total, ce sont 10 300 enseignants qui seront recrutés pour un contrat de 2 ans. Les 10 300 enseignants viennent comme une bouffée d'oxygène, soulager de façon pleine et entière effectivement le système. Et nous allons soulager de façon objective l'ensemble des structures sur toute l'étendue du territoire. Il reste entendu que tous ceux qui seront recrutés devront aller là où il y a un besoin en la matière. Cette rigueur-là, nous l'afficherons pour que effectivement le recrutement exceptionnel de 10 300 enseignants ait un impact réel sur le fonctionnement du système. Les inscriptions ont débuté le 18 mars dernier. Elles s'achèvent le 7 avril prochain. Des informations sont disponibles sur le site www.men-deco.org. Notons que ces inscriptions comporteront 2 phases. L'une numérique sur le site de la DECO et l'autre physique qui conduira les candidats d'une part vers un bureau de la Poste Côte d'Ivoire où ils devront déposer la demande d'authentification de leur diplôme du secondaire, BPC ou baccalauréat, et d'autre part vers la direction régionale ou départementale de leur choix pour le dépôt de leur dossier complet de candidature. Il faut savoir que chaque direction régionale ou départementale est rattachée à une des 10 villes de composition. Les épreuves écrites se dérouleront le 28 avril pour les enseignants contractuels du primaire, le 4 mai pour les enseignants contractuels de collège et le 5 mai pour les enseignants contractuels de lycée. Les résultats définitifs seront publiés le samedi 29 juin prochain. Les candidats admis, en plus du renforcement académique, seront formés dans plusieurs domaines. La déontologie, la pédagogie et la gestion de la classe, le cas de l'évaluation,
le développement personnel et professionnel, on peut voir s'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. Le recrutement exceptionnel de ces 10 300 enseignants contractuels s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement ivoirien. En sport, football, éliminatoire CAN 2019, la Côte d'Ivoire, déjà qualifiée pour la compétition qui aura lieu en juin prochain en Égypte, a battu cet après-midi l'équipe du Rwanda. Les éléphants se sont imposés facilement, 3-0. Samuel Metch pour le résumé. Après avoir validé leur ticket pour la CAN 2019 lors de la journée précédente, les éléphants de Côte d'Ivoire ont parachevé le travail face à une modeste équipe du Rwanda. Galvanisés par le public du stade Félix Houphouët-Boigny, les éléphants prennent rapidement la pleine mesure de l'adversaire et ouvrent rapidement le score par Nicolas Pépé. Un but après lequel les éléphants n'arrivent pas vraiment à faire le break. Mas Gradel ne trouve pas le cadre, puis Kodja voit sa frappe ricocher le montant. Un manque de réussite rapidement corrigé par les poulains d'Ibrahim Kamara, retour des vestiaires. Sur un corner bien exécuté par Max Gradel, Eric Bailly double la mise juste après l'heure de jeu. Dans la dynamique, il est imité 6 minutes plus tard par Maxwell Cornet, qui exploite parfaitement une offrande de Jean-Michel Seri. Score final 3-0. Les éléphants terminent en beauté les éliminatoires CAN 2019 avant de retrouver l'équipe du Libéria en amical le mardi 26 mars 2019. Félicitations aux éléphants de Côte d'Ivoire, félicitations également aux Burundais qui se sont qualifiés pour la première fois de leur histoire à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Le Mali est sous le choc. C'est un véritable massacre qui a eu lieu ce samedi 23 mars dans un village peul du centre du pays. Des hommes armés habillés en chasseurs traditionnels ont fait irruption dans le village d'Ogosagou. Plus de 100 personnes ont été tuées. Nous sommes samedi, place à présent à la page culture. Le ministre auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions a rendu visite aux membres de l'ASCAD. Gilbert Kafana Koné est allé leur apporter le soutien du gouvernement. Il a salué la mémoire de Bernard Dadier et des membres de l'institution décédés ces derniers mois. On fait le résumé avec Serge Kolia. La disparition de Bernard Belin Dadier continue de susciter des réactions au sein du gouvernement. Le ministre auprès du président de la République chargé des institutions est venu témoigner aux membres de l'ASCAD la compassion du chef de l'État. Au regard de mes fonctions, il était nécessaire que je vienne à l'ASCAD pour apporter à ces immortels tout le soutien du gouvernement, en attendant que nous ayons la suite des événements. Avec le décès de Bernard Dadier, on peut le dire, l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, aura perdu 3 de ses éminentes personnalités en moins de quelques mois. La connaissance fait que la mort est effacée, la mort n'existe plus. Lorsqu'on produit, votre œuvre vous relaie, vous rend immortel. Décédé le samedi 9 mars 2019, le père de la littérature ivoirienne aura droit à des obsèques nationales. Voilà, Bernard Dadier a déposé la plume. C'était un homme amoureux de la culture et cette culture, justement, vivra. Après la ville de Bouaké, le dimanche 3 mars dernier, l'équipe de production de Bonjour, émission humoristique de la RTI, a mis le cap sur Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, dans le cadre de Bonjour Tour 2019. Et les humoristes, vous allez le voir, ont réussi à arracher le sourire aux autorités, aux élus, aux cadres et aux populations de la région du Poro. On en sait plus avec Kone Pagassoro. À l'entrée du stade, les spectateurs dans la file d'attente sont contrôlés par les forces de défense et de sécurité. À l'intérieur, c'est une population de la capitale du Poro, sortie nombreuse, qui suit avec beaucoup d'intérêt les nouveaux talents. Je vais donner des conseils aux femmes, les femmes de Korogo. Méfiez-vous des garçons qui portent veste. Ouais. Parce que ce n'est pas tous ceux qui portent veste qui sont des boss. Souvent, il y a témoins de Jéhovah dedans. Représentants du parrain, autorités administratives, élus et cadres de la région, une fois installés, le spectacle peut alors commencer. Toi, tu es quelle ethnie? Toi, tu es quelle ethnie? Wow. Wow.
Waouh. Grossesse. Un bébé. 2 bébés. 3 bébés. 4 bébés. Ah, c'est Dieu là. Je connais. La qualité des prestations appréciées par les populations, les élus, les cadres et par le ministre Albert Mabry-Twakeus, représentant le parrain, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, fils de la région. C'est important dans la vie des villes, de nos communes, que des événements pareils se produisent. C'est pour cela que je me sens très honoré de représenter le Premier ministre. Bonjour 2019 à Korogo, c'est une manière d'occuper certainement la jeunesse. C'était la première fois qu'on ajoute 2 artistes, Anna Chené et puis DJ Léo. Vraiment, c'était beau. Si Dieu nous donne longue vie, on aura toujours Bonjour 2020. Félicitations à la RTI. Bonjour à Korogo terminé. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour plus d'humour et de rire. Et avant l'année prochaine, rendez-vous ce soir à Béomi pour Bonjour Tour 2019. Vous aimez le riz? Alors si vous êtes dans les environs, à Béomi ou dans les environs, rendez-vous sur place pour rencontrer vos humoristes préférés. Je me tourne à présent vers mon invité, le journaliste Abel Douali, auteur du livre Le Printemps des pyromanes, quand une élection conduit au chaos. Je reprécise votre présentation. Vous dites, vous êtes ex-directeur des rédactions adjoints, ex-responsable de la formation et formateur, grand reporter, lauréat du prix Ebony 2009 du meilleur journaliste, catégorie presse écrite. Aujourd'hui, vous avez fait votre entrée dans la cour des écrivains et c'est avec ce manteau que nous vous interrogeons donc ce soir. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, avant d'échanger sur votre ouvrage, nous allons voir le résumé qu'en fait notre confrère Franck Wadio et on en parle par la suite. Femme à la fois sensuelle, battante, maîtresse de famille, moderne, épanouie, maternelle, traditionnelle et engagée. Différents tableaux, la femme a magnifié dans toute sa diversité. Le Tourou, le Lobutuli, la gastronomie, la musique. Le printemps des pyromanes, quand une élection conduit au chaos. Plus de 25 années passées à explorer la scène politique et ses multiples codes, Abel Douali, journaliste, a décidé de franchir le pas. Le printemps des pyromanes, quand une élection conduit au chaos. Un livre dirigé ni contre un régime, ni contre une personnalité. Les premières notes de l'introduction comme un décor planté pour exprimer la liberté de ton. 88 pages de témoignages, de morceaux choisis, réflexion et sensibilisation pour une meilleure approche des processus électoraux. L'œuvre se situe dans l'espace et dans le temps, donc digeste pour décideurs et consommateurs de l'action politique à travers le continent. Pour l'auteur, le processus démocratique doit être au service du développement économique. La recette, mettre en avant le renforcement de l'état de droit et surtout le respect des droits humains. L'Ebony 2009, catégorie presse du meilleur journaliste, a pour vision, à travers cet essai critique, favoriser l'émergence et la promotion d'une conscience nationale critique qui servirait de pare-feu au jeu politique, toute une ambition qu'il entend dévoiler sur le plateau du journal télévisé. Et vous êtes sur le plateau du journal télévisé Abel Douali. Dites-nous, peut-on parler de bonnes ou de mauvaises élections et comment vous les définissez? Merci. En tout cas, une élection est bonne lorsque les règles du jeu, et là je vais insister là-dessus, c'est de ça qu'il va s'agir tout au long de ce débat, le respect des règles du jeu. Quand les règles du jeu sont respectées et que chacun y trouve son compte, évidemment, l'élection est bonne. Mais lorsque dès le départ déjà il y a des soupçons parce que les règles ne sont pas respectées ou qu'on a le sentiment que certains veulent biaiser les règles, évidemment, ce n'est pas une bonne élection. D'accord. Alors, je vous invite à lire cet extrait. Vous avez votre ouvrage, tiré justement de votre livre à la page 16. Vous dites, après cette situation dramatique, l'on était en droit d'attendre des Ivoiriens un changement de mentalité, une autre façon plus responsable et plus raisonnable de faire la politique, mais que non. Que constatons-nous de nouveau? Alors, dites-nous, Abel Douali, qu'est-ce que vous avez constaté? Nous constatons... Et qui devrait nous interpeller. Tout à fait. Comme c'est écrit dans le livre, nous constatons le retour des propos guerriers, des menaces, des intimidations dans tous les camps, aussi bien l'opposition que le pouvoir. On constate que toutes les forces négatives se sont déchaînées. Et elles sont aujourd'hui prêtes à embraser le pays. C'est cela, le titre de l'œuvre. Ce sont ceux-là que nous appelons les pyromanes. Tous ceux qui, plutôt que de faire de la politique positive, font une politique, je vais dire, régressive, négative. Tout cela sont des pyromanes, sont des dangers
pour la société. Et vous vous inquiétez pour 2020 comme? On s'inquiète tous, c'est même pas moi, nous tous, vous y compris. C'est vous qui avez écrit. On s'inquiète pour 2020, pardon. Tout comme on s'était inquiété pour 2010, et malheureusement, parce que Le Printemps des pyromanes, c'est un livre, c'est le titre d'un texte que j'avais écrit en 2010. Et c'est en introduction du livre. En décembre 2010. Tout à fait. D'accord. Alors, vous avez décidé donc de tirer la sonnette d'alarme avec votre plume. Pour vous, il y a plusieurs ingrédients qui attisent les crises électorales. Vous citez, entre autres, vous l'avez dit tout à l'heure, la résurgence des discours guerriers, mais également la violation des règles. Des règles, oui. Quelles sont ces règles? Et moi, j'ai tué une chose. Ceux qui viennent en politique, ils n'ont pas fait de formation préalable. C'est-à-dire que chacun se lève le matin, il crée un parti et il est homme politique. Alors, quand on arrive sur un terrain où on s'improvise pratiquement, l'humilité aurait commandé qu'on apprenne les règles et qu'on les applique. Alors, qu'est-ce que nous constatons quoi? Les hommes politiques, ils arrivent, ils ne sont pas soucieux d'apprendre réellement à faire la politique. La seule chose qui intéresse, c'est comment aller vite au gain matériel surtout. Et du coup, l'application des règles est devenue le dernier de leurs soucis. On n'applique pas les règles. À la limite, on se chine même, on fait tout pour les violer. Et c'est ça qui est dangereux. Il y a quand même de bons élèves. Bien sûr, il y en a. Il y a quelques-uns qui sont bons. Et même quand ils sont bons, vous savez, généralement, quand les gens sont bons, on les catalogue, on les marginalise. On trouve même qu'ils ne sont pas normaux quand ils sont bons. Parce que la société est tellement négative que les bons grains sont perçus comme des anormaux. C'est-à-dire des personnes qui sont anormales, pardon. Voilà. Heureusement que vous avez des ingrédients pour nous aider justement à construire la paix. On va en parler tout au long de ce débat. Vous n'épargnez pas la presse dans vos lignes. Alors, quelle est la part de responsabilité de la presse dans les crises électorales selon vous? Vous savez, la société ivoirienne, bon, encore que ce livre n'est pas seulement destiné à la Côte d'Ivoire, c'est un livre qui parle de toute l'Afrique, même du monde. Les États-Unis aussi sont cités dedans. La presse ivoirienne, notamment, elle est une presse très partisane. Et j'avais mon ancien DG, Honorable DNA, qui disait... Vous êtes journaliste. Oui, je le suis. Et c'est une autocritique. Et que chacun fasse son autocritique. Ça aussi, c'est un mérite d'ailleurs de le faire. Il faut que chacun ait le courage et l'humilité de faire son autocritique, là où il est. Qu'est-ce que vous reprochez à cette presse? La presse est partisane. Et c'est une presse qui... c'est le même défaut, qui ne respecte pas les règles. Vous savez, tout à l'heure, vous l'avez dit, moi, j'ai formé des journalistes à Fraternité Matin. J'étais le responsable de la formation pendant 2 ans. Agnès Crédit et moi, nous avons formé des journalistes. Mais ce que nous apprenons là, ce n'est pas ce que nous voyons souvent dans l'application. C'est dommage. Dans les écrits, oui? Vous pensez que cette position partisane apparaît dans les différents écrits? Oui, puisque c'est le militantisme que nous faisons dans les journaux pour la plupart. Chacun veut défendre sa chapelle. Chacun s'inféode ou s'aliène. C'est-à-dire qu'on se croit obligé de s'aliéner pour pouvoir éclore. Non. Alors, il y a des journaux qui appartiennent à des partis. Qu'est-ce que vous conseillez à ces journaux-là? Qu'est-ce que ces journaux-là devraient faire? Leur ligne éditoriale devrait être comment? Orientée comment? Bon, les journaux de parti, ce sont les journaux, évidemment, ça va de soi, c'est les journaux partisans. Et la ligne éditoriale, vous savez, la ligne éditoriale du journal, c'est ce qu'il y a de plus déterminant. C'est comme la boussole pour le journal. Et donc, la ligne éditoriale d'un parti, d'un journal de parti, évidemment, ça ne défend que les idéaux du parti. Voilà. Mais cela ne les amène pas de faire du journalisme. Parce que moi, je me souviens, une année, quand j'étais encore directeur de relations à Fratmat, j'ai reçu des amis journalistes nigérians. Et je leur ai dit, ils demandaient comment nous fonctionnons. J'ai dit, non, nous sommes un journal pro-gouvernemental. Et j'ai expliqué ça. Bon, c'était en anglais, bien sûr, j'ai expliqué ça. Mais dès que j'ai fini d'expliquer, ils se sont dit, oh, this is propaganda. Ça veut dire quoi? Ça, c'est de la propagande. Ah, et puis ils ont ri, ils sont sortis de mon bureau. C'est-à-dire pour eux, on ne peut même pas dire qu'il y a un journal pro-gouvernemental. On peut être un journal pro-gouvernemental et rester professionnel. Tout à fait. D'accord. Vous pointez aussi du doigt dans votre ouvrage l'analphabétisme et la pauvreté comme favorisant le lit des crises électorales. Vous savez, il y a des citations dans le livre. Quand les hommes politiques font leur discours, quand ils tiennent leur discours, ils ne savent pas souvent que ce qu'ils disent là, certains prennent ça pour argent comptant. C'est-à-dire quand on va au discours et puis on dit cette élection, nous n'allons jamais la perdre, on ne pourra que nous voler notre victoire. Mais quand vous dites ça devant des gens qui n'ont pas toujours le sens du discernement, pour eux, ce que vous avez dit là, c'est la vérité. Vous êtes leur patron, leur chef, leur idole. Alors, si on va à ces élections-là et que vous perdez, pour eux, pour ces gens qui n'ont pas toujours ce sens-là, ils se disent que, oh non, on n'a pas perdu,
notre patron nous avait dit qu'on n'allait pas perdre cette élection, on ne pouvait que nous voler notre victoire. Oh, il y a 2 résultats. Et pourtant, il y a 2 résultats. D'accord. Alors, donc, il faut faire attention aux slogans électoralistes. Il faut faire attention, voilà, tous ces slogans, taco clé, nous allons gagner coûte que coûte, c'est géré déjà, tout est calé, c'est plié. Tout ça, il faut arrêter. Vous aliénez l'opinion, c'est de la manipulation qui, en 2010, a produit ce que nous avons vu. Et ça a recommencé. Donc, déjà, il faut préparer les esprits selon vous. Voilà. Il faut préparer les esprits aux 2 résultats. Bien sûr, c'est un jeu, c'est une compétition. De faire sa campagne, pourquoi pas? On va pas aux élections. Mais encore faut-il que les gens comprennent que c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque les gens ne comprennent pas, que les populations, les militants ne savent pas faire la différence entre un propos, un slogan électoraliste, qui à la limite est un jeu, parce que quand vous allez à la boxe, sur les rings, chacun dit « oh, c'est moi qui vais gagner », oui. Mais encore faut-il que les gens, puisque en politique, les gens sont tellement passionnés qu'ils prennent tout au premier degré, tout. Donc, attention. Alors, quand une élection conduit au chaos, comment éviter justement ce chaos? Vous nous en parlerez, mais avant, on va s'attarder un peu sur les conséquences justement de la mauvaise élection. Ouais. Quelles sont les conséquences en 2 mots? Mais les conséquences, c'est ce que nous avons vécu en 2010. 3000 morts, officiellement. Les conséquences. Ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que ça, et ça interpelle. Alors, 2020 est proche. Comment éviter notre crise post-électorale, selon vous? C'est d'abord de respecter les règles du jeu. Que les hommes politiques sachent que... Moi, j'ai toujours pris un exemple. À supposer que qu'un médecin fasse son travail sans respecter la déontologie médicale. Mais c'est la mort à l'appel. Mais pourquoi est-ce que certains vont croire qu'ils peuvent jouer, ils peuvent intervenir dans un domaine sans en respecter les règles? Mais ce n'est pas possible. Il n'y a pas que les acteurs politiques dans ce jeu. Il y a aussi la société civile, il y a vous, il y a moi. Oui, bien sûr. Mais tous ceux qui, société civile, observateurs, acteurs politiques, tous ceux qui, dès là où nous savons que nous venons dans l'arène, que nous respectons les règles du jeu. C'est ce que nous disons. Vous parlez aussi des mauvaises perceptions, justement, de la politique par certains acteurs qui viennent dans l'arène pour avoir seulement du gain. Vous pensez que c'est ceux-là qui viennent dans l'arène pour pouvoir développer certainement leur localité ou autres, qui ont de bons projets? Oui, bien sûr, c'est tant mieux. Est-ce que vous pouvez citer de bons élèves? Non, ce que nous disons, nous ne sommes pas maximalistes. Hein. Nous relativisons toujours. Il y a des bons, ça existe. Mais malheureusement, pour nous les journalistes, vous savez bien nos règles, c'est le train qui n'arrive pas à l'heure que nous voyons. Celui qui arrive à l'heure, c'est tant mieux. C'est son rôle même d'arriver à l'heure. Donc c'est leur rôle que de travailler correctement, que de faire de la bonne politique. Mais quand ils ne font pas la bonne politique, alors là, nous sommes obligés de les interpeller, de leur dire, vous ne pouvez pas prendre une société, un peuple en otage, en ne respectant pas les règles, parce que c'est comme une trahison. C'est comme un habit sur le terrain qui ne respecte pas les règles du jeu. D'accord. Nous avons terminé notre entretien en 2 mots. Les principaux ingrédients que vous voulez que les Ivoiriens qui vous regardent, les acteurs politiques qui vous regardent retiennent à l'issue de cet entretien. Les principaux ingrédients à éviter? Pour ne pas qu'on arrive au chaos. Je le répète, respecter les règles du jeu, éviter la suspicion, poser les actes. Et puis, il y a un exemple qui est dans le livre d'ailleurs, les dialogues entre les opposants et le pouvoir. Mais on ne peut pas aller à un dialogue en étant déjà braqué. Allez, chacun y va déjà avec ses conclusions. Mais finalement, où est le dialogue? Donc chacun a sa part de sacrifice. Oui, bien sûr, il faut avoir sa part de sacrifice. C'est un consensus, il faut donner, c'est au rendez-vous du donner et du recevoir. Quand vous allez à un dialogue, vous devez être prêt à donner, à céder, à laisser de vous-même. C'est ça le philosophe dit, aller vers. Dans l'aller vers, il y a toujours une part que nous perdons. D'accord. Merci Abel Douali d'avoir été notre invité de la page culture. Merci d'avoir répondu à nos questions. Si vous permettez, je peux vous proposer un autre titre. Allez-y. Si vous voulez bien. Alors, le printemps des faiseurs de paix. Quand une élection conduit au développement Côte d'Ivoire, vous acceptez? On est prêt à écrire ce livre-là. Et ce sera certainement le titre de votre prochain livre, quand les Ivoiriens adhèrent en tout cas à vos messages de paix. Le prochain livre, ça sera... Excusez-moi, on a fini, je n'ai pas prononcé la chose. Le prochain livre, ça sera sur mes 28 ans de presse dans un média d'État. Et justement, nous allons en parler. Et c'est surtout, vous contribuez toujours à la paix. Tout à fait, moi j'aime ça. Merci beaucoup Abel Douali. Les Ivoiriens aiment la paix, ils aiment ça aussi. On aime la paix, on est prêt. Ce livre-là mérite qu'on sillonne le pays partout pour faire des conférences, pour que, justement, il faut que les gens s'imprègnent de la paix. Et 2020, nous serons en paix. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, soyez des acteurs de paix partout et en tout temps pour le développement de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. À demain 20h.